En mai dernier, je suis tombée sur ce post où j'ai appris la fermeture du conservatoire Citroën le 30 juin pour une durée indéterminée. La première question que je me suis posée, c'est pourquoi cette fermeture ? Et c'est un article du journal L'Argus qui permet d'en savoir plus. D'après ce dernier, le site où est le conservatoire avait été racheté en 2017. Comme les locaux étaient en location, le nouveau propriétaire était en droit d'imposer un préavis réduit et c'est ce qui est arrivé. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, le conservatoire n'est pas la propriété de Stellantis, mais celui de l'association L'Aventure Peugeot Citroën DS, qui dépend de subventions, d'adhésions ou encore de dons. Comme beaucoup, j'ai été super triste d'apprendre la nouvelle, d'autant que je n'ai jamais eu l'occasion de m'y rendre. Mais je me suis dit que c'était peut-être ma dernière chance d'y aller, alors j'ai envoyé un mail pour savoir s'il était possible d'immortaliser une dernière fois le conservatoire. Et quelques jours après mon message, j'ai reçu une réponse. Et vous vous en doutez, si vous regardez cette vidéo, elle était positive. En plus d'avoir la chance de m'y rendre avant sa fermeture, pendant une journée, le conservatoire m'a été réservé rien que pour moi. C'est juste complètement dingue. J'ai eu le droit à une visite guidée, un tour dans la 2 chevaux 007 du film, mais aussi un entretien avec le directeur du conservatoire. Et cette journée, j'aimerais vous la raconter. Sans y être allée, je connaissais déjà le conservatoire, notamment grâce aux vidéos de la chaîne Petites Observations Automobiles, ou encore grâce à la vidéo du C15 sur la chaîne de Villebrequin. Mais quand je suis rentrée dans le conservatoire, j'étais complètement impressionnée. Et cette impression, on la doit à l'agencement. Toutes les voitures sont côte à côte et dans leur ordre de création. Si je connais quelques trucs sur les anciennes Citroën, notamment au sujet des 2 chevaux, Dominique en sait 100 fois plus. Et justement ce jour-là, c'est lui qui a assuré la visite. Bon, la visite a duré un peu plus de 3 heures, alors il a fallu faire des choix. Du coup, je vous propose de visionner les passages que j'ai trouvés les plus intéressants sur les véhicules sortis avant 1980. Et cette visite a forcément débuté par les plus anciennes. Dans l'évolution de la gamme, et quand on regarde les années, 23, 24, 25, on changeait de modèle presque tous les ans. Bon, mais on ne faisait pas de grosses quantités à cette époque-là. Moi, j'adore ces 2 modèles-là. On verra donc l'intérieur. À partir de ce modèle-là, on a mis un petit signe, car un cygne, quand il nage sur l'eau, il forme un chevron. Ah oui ? Je sais pas. Eh oui, mais pourquoi ? Parce que sur ce modèle-là, on a mis donc des cils en bloc pour éviter les variations de la route que les autres n'avaient pas, c'était en prise directe. Il n'y avait pas d'autoroute, il n'y avait pas de goudron à cette époque-là. Ouais. C'était spécialement. Voilà. Et là, c'était une aide à la conduite du chauffeur. Il y avait, voilà, il flottait, voilà. Et c'est Citroën qui a développé ça. Donc, celle-ci, regardez donc l'intérieur, avec une séparation entre le chauffeur et donc les passagers. Ouais. Regardez les 2 petites pots de fleurs. Tous les jours, le chauffeur changeait les fleurs pour madame, pour sa patronne, voilà. Et donc celle qui est à droite, là, regardez bien l'intérieur, regardez le meuble avec un bar. Il y a même les petits chevrons et tout. Oui, sculpté dans les portes, oui, gravé. Ah, dis donc. Alors là, quand on voit ça, c'était la dernière évolution des caisses carrées. D'accord. Et juste après, on sortait la traction. Alors il y a eu un problème de vente, car les clients qui étaient quand même aisés à cette époque-là d'acheter ça, on lui présentait donc ce modèle-là. On s'est dit, ah non, c'est plus petit, il était beaucoup plus moderne. Mais on a eu du mal à reprendre, pendant 1 an, on a eu du mal à faire démarrer les ventes. D'accord. Voilà. Oui, c'est vrai, parce que du coup, ça fait beaucoup moins spectaculaire. Exactement. Malgré que, étant plus basse, il y avait une meilleure appui en roulant. Elle était vraiment bien pour rouler. Voilà. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le HY, le tube, différentes versions. Celle du boulanger, du boucher, voilà, avec sa porte latérale. Alors celui-ci, il a été donc au centenaire de la marque Citroën, à la Fertividam. Et donc, on a eu un dessinateur qui a fait ça à main levée, qui est Monsieur Jandot. C'est super beau. Ouais, on voit les petites traces des pinceaux. Voilà, exactement. Ouais, c'est joli, hein. Et est venu le moment que j'attendais le plus. Là, vraiment, quand on dit la première 2 chevaux, c'est plutôt la 2 chevaux, la type A. Et c'était donc avant-guerre. Donc il y a toute une histoire que ces véhicules-là étaient dans un grenier à la Fertividam et qu'on a ramené après récemment ici.
Donc, la spécificité, c'était un moteur à eau, refroidissement à eau. D'accord, il était à eau initialement. Voilà. D'accord. Et donc là, c'était pour la première fois les 2 cylindres à plat, c'est la première fois que c'était utilisé chez Citroën. Voilà, exactement. La guerre arrive, il y avait à peu près 200 véhicules construits, et il a décidé de les détruire. Ok. Voilà, et on en a gardé quelques-uns, voilà, de ces moteurs-là, plus ces carrosseries. Donc on en a rénové une qui fonctionne, D'accord. voilà, qu'on sort de temps en temps, voilà, et les autres on les a laissés vraiment dans son jus, voilà. C'est impressionnant, hein, parce que, Ça fait trop bizarre. voilà. Et comment ils étaient montés dans ce grenier? Parce que là, on voit les photos où... Eh où bien, la là, douche c'est quand on les a sortis, mais ils étaient démontés, ils étaient vraiment, on voit bien avec les 3 personnes, là, D'accord. ils étaient démontés, hein, vraiment, Ok. voilà. Et on les avait cachés avec de la paille, parce qu'il y avait l'histoire des Allemands, que quand un pays étranger vient attaquer un pays, il veut reprendre toutes les idées des constructions, des automobiles, et c'était surtout pas de ça. Voilà, on a gardé vraiment l'histoire jusqu'à la fin. Donc on va rentrer donc dans la carrière donc, de la 2 chevaux. Ok. Et là, on a la Sahara. Alors, la Sahara, voilà exactement. Ben oui, à cette époque-là, Total a demandé aux constructeurs français, Peugeot, Renault et Citroën, en disant il nous faut un véhicule 4x4 pour aller donc dans le désert. Et donc, ils ont gardé ce modèle-là. Ils ont repris. Donc, un autre moteur qui se trouve à l'arrière, 2 réservoirs qui sont additionnels sous les sièges avant. On voit l'obturateur des 2 côtés. Voilà, exact. Et on est assis sur les 2 réservoirs. Franchement, voilà, c'est pour ça. Alors là, on commence à mettre de la couleur, on peut dire. Donc c'est vraiment à partir de ces années-là. Voilà, exactement. Okay. Voilà. Alors, c'est pareil, après, il y a plusieurs différences de capot, avec le chevron sur le capot, le petit chrome. Ouais, là, il y a la ASOM. Parce que du coup, je suis en train de refaire une ASOM, là. Donc, mais la mienne, elle est complètement... Tu veux des outils, non? On va demander à Denis Ville, là. Ah ouais, c'est impressionnant. Celle-ci, c'est vraiment une spéciale parce que quand on regarde, il y a tous les drapeaux de chaque pays. Donc, on a démonté, il y a une idée, avec tous les clubs d'Europe. On a démonté chaque élément, on les a envoyés dans des clubs, dans différents pays. Chaque pays a signé, on a reconstruit le véhicule pour dire, parce qu'on a arrêté la voiture. Oh, d'accord. Voilà, c'était la fin de la 2 chevaux, donc on a dédicacé, elle est remplie de tous les côtés. Donc il y a des petits dessins aussi, les Suisses, voilà. Ah oui. Voilà. Pour dire qu'on ne voulait pas l'arrêter, mais les normes de sécurité, tout ça, ne correspondaient plus. Oui, parce que c'est vrai qu'elle s'est arrêtée quasiment en 90 et que quand on compare, elle faisait carrément figure d'ovni. Ah oui, là, et donc ça c'est vraiment une des plus belles. La grande Charleston. Voilà. Alors il y a eu une première série comme ça, et donc on en a fait 3 autres, tout au moins 2 autres, la jaune et la grise. Voilà. Et donc avec toutes les options, je me comprends, mais un intérieur matelassé, non mais, oh là là. On est ensuite passé au DS. Nous voici donc dans la partie DS, et voici une des premières DS de 1955 dans son jus. Quand on voit l'intérieur des portes, les panneaux ne sont pas encore bien définis au niveau de la structure, de la matière. Voilà. Donc là, 55, on sort de la traction. Il y a encore une différence monstre. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y avait déjà, il y a eu une fuite par un journaliste à cette époque-là qui a suivi des photos. Attention, la DS va faire une bombe dans l'automobile. Et c'est vrai que ça a fait un tel succès. Et on a vendu je ne sais pas combien de DS dans les premières années, qui a été montré au salon de l'automobile en octobre 1955. Alors celle-ci, c'est pareil, c'est une spécifique, celle-là. Quand on voit, il y a des porte-drapeaux. Ah oui. C'est une Prestige 72 avec une séparation entre le chauffeur et les personnes qui se trouvent à l'intérieur. D'accord. Donc ce sont un véhicule avec 2 gros pose-têtes à l'arrière pour la personnalité qu'on représente. Voilà. D'accord. Ok. Et ouais, donc à partir de là, effectivement, il y a les feux qui changent. Voilà, des doubles feux. Et surtout, quand on tournait dans un virage, on avait le phare qui présentait donc l'angle qui ouvrait davantage et qui montrait au chauffeur vraiment la visibilité à la sortie du virage. On le voit dans une pub, ça. Exactement. On voit la voiture qui prend au ralenti. Et on voit le faisceau lumineux. Exactement, voilà. Après ça, Dominique m'a emmené vers une DS pour que je puisse tester son confort. Et on peut s'asseoir, voir la qualité des fauteuils. Ah bah oui. Le fauteuil et la moquette au sol. Ah oui. Je m'assois devant. Monte dedans, tu vas voir le... c'est un... Ah ouais.
Et plus la suspension quand tu roules avec ça, c'est formidable. Ça doit être dingue. Hein. Voilà, exactement. Ah ouais. Je vais vite essayer devant. Ah, devant, oui. Là, la position chauffeur. Ah ouais. Ah oui, mais quand on conduit. Oh, ça doit être bien. Et regarde le kilométrage. Ah oui, 8 km. 8 km, bon, ben voilà. Et puis après, le compteur de vitesse. Ah ouais. Et du coup, les vitesses se passent Oui, là. exactement, voilà. D'accord. Ah non, en fait, elle a 1 km. Oui. Ah ok. Moi, j'avais vu là. Non. Ah ouais, 1 km. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, on faisait des tableaux de bord sur la planche, comme ça, tous les boutons à la portée de main déjà. Oui, oui. En fait, c'est très américain, je trouve. Oui, oui, mais oui. ça garde un peu le style français. Exactement, voilà. Parce Ouais. que c'est vrai que quand tu compares à une voiture américaine avec une planche de bord, avec tous les Ouais. compteurs ronds, Mm. comme ça, c'était pratique, côté pratique. Ouais. Ça fait très avion. Ouais, c'est génial. Donc c'est très apprécié quand on la met en exposition, Ah bah oui. celle-ci. Parce qu'on n'a pas l'occasion tous les jours de rentrer dans une DS. La visite a ensuite repris du côté de ma deuxième voiture préférée. Et donc D'accord. c'est pareil, on arrive à un moment et on arrive à faire un véhicule donc dit Méhari. Et c'est donc là dans les années 68, et oui, 68, ouais. 69, voilà. Donc un beau modèle, 4 places, Ça, c'est une des toutes premières, hein. oui, Mm. qui est très recherché. Bah ouais. Et oui, Ouais, avec les clignotants sur le côté, là. exactement. Et là, c'est pas du tout pareil. Ah ouais. Elle est belle, hein. Et bien sûr, pourquoi pas faire une Méhari 4x4. Ah, c'est génial. Et celle-ci, eh bien, voilà, c'était l'ambulance avec le brancard pour mettre le blessé, le malade, voilà. Oh purée. Ah ouais, ça devait être quelque chose, hein. Elle est géniale. Je crois bien que le siège, c'est un siège de Visa, je crois bien. Ouais, ça serait pas impossible. Ah, elle avait même un, ouais, elle avait un arceau. Et oui, dans le désert, Un et oui. arceau au et oui. milieu, ouais. Oh, elle est géniale. Waouh. Dans la même veine, Dominique m'a présenté les voitures de raid. Donc nous voici donc dans la partie sport, chez Citroën. Citroën était un grand amateur de sport, de véhicules sportifs aussi. Et bien dans la 2 chevaux, il y a eu des personnes qui ont fait des rallye raids dans les années 70, 71, 73. C'était quand même impressionnant, hein. Ouais, il y avait les trois différents raids. Et exactement, exactement. Là, c'était franchement... on a encore le club qui vient déjà pour fêter un anniversaire, qui vient ici encore. Ok. Donc, ils ramènent leurs photos en noir et blanc, avec leur tenue en short, jeunes. Parce que quand on voit l'année 70, c'était quand même impressionnant, hein. Et bien, donc là, c'était vraiment formidable, hein. Donc, on a des évolutions, bien entendu. Ouais. Celle-là qui est bien connue. Oui, voilà, on la voit. Il y a même des petites maquettes miniatures. Oui, Elle a été ouais. reprise avec. Donc ça, c'est vraiment du 4x4 tout terrain, on peut dire. Voilà, c'est pour ça. Elle est en 4x4 ou elle est. En 4x4, quand je dis Ah. en cross, rallye, Ok, ouais. voilà, pas en 4x4. Non, non. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup Oui, oui. de chevaux cross. Aussi, oui, oui, Ouais, bien il y a sûr. eu beaucoup de cross. Et donc la partie DS, eh ben oui, dans les années 70, 72, de grands pilotes a conduit donc des DS. Vous avez la DS, donc c'est une DS qui est coupée à l'arrière, là, celle-ci. oui. Celle-ci, elle a une histoire, elle a gagné le Mont Blanc dans les années 72, je crois. Le pilote, eh bien, il a eu une roue crevée, eh bien, il a continué, il a gagné avec 3 Ah roues. oui. Parce que l'histoire Bah de la oui. DS, on peut rouler sur 3 roues. Voilà. Donc, on change de motorisation. Ah ouais, là, On passe avec les SM, donc superbe voiture. Il y a des films qu'on voit, Rallye du Maroc, à toute vitesse, qui passent dans des rivières comme ça, dans le désert. C'est impressionnant. Et donc pour Ok. finir, vous avez donc un beau véhicule, si je peux dire ça, un hélicoptère avec le sacré moteur rotatif. Ça a été une étude demandée par l'État, demandée aux 3 marques, Peugeot, Citroën, DS, de nous faire un hélicoptère, et dont le nôtre n'a pas été retenu. Déjà, pour une question de 2 places. Ils voulaient absolument un hélicoptère de 4 places. Voilà, c'est pour ça. Ok. Donc il y a le club rotatif qui vient de temps en temps remettre le moteur en marche. Voilà. On a une coupe du moteur là, exactement. Et on voit bien donc le rotor avec son moteur. Voilà. Ah, j'avais pas regardé là. Alors assez compact. Oui. Alors il est constitué de plusieurs éléments. Mhm. Et puis forcément, j'ai pu voir les véhicules présidentiels. On va regarder le blindage d'une C6. C'est Ah bah oui, forcément, qui dit... tape sur le carreau. Voilà, c'est pour ça. Et prends la porte, tu l'ouvres. Oh purée. Voilà. Et quand tu la retiens avant de taper, tu la tiens.
Voilà, t'as vu, c'est impressionnant. Voilà. Ça, c'est du blindage. Voilà. Et le carreau, le pare-brise aussi. C'est pas pareil. Il y a plusieurs couches. Voilà. Ah, mais c'est un truc de dingue. Mais à cette époque-là, tu n'avais pas ça Oui, sur c'est celle-ci. vrai. Voilà. Que ce soit la SM ou la DS, Ouais, les voitures n'étaient pas blindées à cette époque-là. ouais, c'est vrai. Bon, déjà, quand on les sortait, c'était accompagné par la cavalerie et par les motards. Ouais. Donc ça fait un écran. Voilà, Ouais. c'est pour ça. Ok. Donc, toujours, on met le drapeau Forcément. du président. Et s'il a un autre président d'un autre pays, on remet le drapeau de l'autre côté. De l'autre côté, ouais. Voilà. Ok. Donc là, c'était la partie immense. Là. Ouais, elle est vraiment très très longue. Donc quand il rentrait de l'Élysée ou il sortait, Mhm. la cocarde, celle-ci ou l'autre, elle s'allumait quand il y avait le président. Donc le gardien ou la personne qui ouvre le président, s'il s'allumait, il est là. Il D'accord. savait qu'il rentrait chez lui. Voilà. Ok. Voilà. Et c'est sur cette chouette anecdote que s'est clôturée la visite. Alors, je vous ai pas tout dit au début de la vidéo. Le directeur du conservatoire n'avait pas seulement répondu positivement à mon mail, non, il a fait encore mieux, puisqu'il m'a proposé de faire un tour dans la 2 chevaux 007. Et cette 2 chevaux, c'est précisément celle-là. Ou peut-être celle-là. Quoi qu'il en soit, c'est une 2 chevaux qui a servi pour le film Rien que pour vos yeux, sorti en 1981. Le conservatoire en a récupéré une des 4 à peu près correctes qui a servi au film. Elle a bien les impacts de balles, l'arceau de sécurité, les ancrages pour la scène dans les airs, la bonne immatriculation et le moteur de GS. Bon, et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir faire un petit tour avec Denis Huil, qui est le directeur du conservatoire. Elle est froide, il n'y a pas de starter. Celle-là était conduite par Rémi Julienne. Ok. Et avant sa mort, en 2008, on l'avait redémarré, enfin, il était toujours ce monde. On l'avait redémarré spécialement pour faire un reportage avec lui pour les 60 ans à 2 chevaux. D'accord. Et on a aussi, dans une émission, on l'a prêté à François Alain. Avec, Ok. voilà, Ah c'est ouais. ça. Effectivement, faut s'accrocher. Voilà. Donc ça vous permet de tourner à faible vitesse. Moi, je peux être super pilote, moi je roule un peu comme une mamie Oui, alors. non, mais- Ah oui, je vous ai pas dit, je vais pouvoir la conduire. Bon, je n'ai ni le matériel ni les compétences pour vous faire un essai digne de ce nom. Alors je vous propose plutôt de visionner quelques images prises durant les tours que j'ai faits sur une musique plutôt sympathique. Après ce tour, j'ai discuté avec Denis sur l'histoire du conservatoire, sa fonction, sa vision de la sauvegarde du patrimoine automobile, mais aussi sur la couleur de sa 2 chevaux. Et ce que vous allez voir, c'est un extrait d'une vingtaine de minutes sur un peu plus d'1 heure de discussion. Mais sachez que la version intégrale de cet entretien sera disponible dans quelques jours sur ma chaîne. Alors pensez à vous abonner pour ne pas la louper. Tu peux faire le clap quand tu veux. Ok, bah du coup, ça commence. Je vous regarde. Ouais, de Non. toute façon, le but c'est d'être Ouais. naturel parce que j'arrive Pas pas à de ne pas être soucis. naturel.
Mais du coup, merci de m'avoir reçu aujourd'hui. C'est vraiment super sympa, ça me fait trop plaisir. Ça fait pas longtemps que je m'intéresse aux voitures, donc je peux pas dire que c'est un rêve d'enfant, mais c'est un rêve d'il y a 2 ans. Très bien. Donc je suis vraiment contente d'avoir pu observer des voitures de près que j'aurais jamais pensé pouvoir observer. Et en fait, la fonction de conservateur, c'est ce que vous portez, ou de gestionnaire de conservatoire, c'est ça? Alors, ça m'intéressait en tout cas, je me disais que c'était assez particulier. Bonjour, bienvenue au Conservatoire Citroën. C'est avec plaisir qu'on vous accueille, même si on est dans une situation un petit peu plus spéciale parce qu'on sait que c'est la fin du conservatoire. Ce que je vous propose, c'est de revenir un tout petit peu sur la création du conservatoire. Bien sûr, ouais. Et si je reviens un petit peu plus loin en arrière, si on se projette sur l'histoire d'André Citroën, donc il est né en 1878, décroche son diplôme de polytechnicien, puis commence à travailler dans l'industrie des engrenages, vous les avez vus, qui est devenu le logo de la marque au début du XXe siècle. Et puis il va travailler chez Automobiles Morse, puis il va faire des obus pour l'armée française lors de la Première Guerre mondiale. Et puis lui, ce qu'il aime, c'est l'automobile. On sait qu'il a eu plusieurs rendez-vous avec Henry Ford en 1910, 1912 et même plus encore. Il se projette pour faire une automobile. Ce qui l'intéresse, c'est la production de masse. Et vous l'avez vu avec la Tipa, là, qui est présentée donc en 1919, vendue à partir de juillet 1919. Et tout de suite, André Citroën a du succès. C'est un des nombreux constructeurs. Ce qu'il faut bien penser, c'est qu'à l'époque, il y a des centaines de constructeurs, des petits constructeurs, puis il y en a qui commencent à être connus, comme Renault, comme Peugeot, comme Panhard aussi, qui est un constructeur français, un des plus anciens constructeurs français qui ont existé. Et très vite, il va avoir du succès. Et donc en 1929, André Citroën, il devient le premier constructeur français, le premier européen et le 3e mondial derrière Ford et General Motors en termes de production. Il a son apogée, même si ça va continuer encore. Et pourquoi je m'arrête à cette date? Parce qu'en 1929, André Citroën, il rachète la première Tipa qu'il a commercialisée en juillet 1919 à M. Testemol, exactement le 7 juillet 1919. Okay. Il la rachète pour se dire, c'est ma première voiture de la collection, même si à cette époque, il n'y avait pas du tout de démarche patrimoniale comme on a pu le voir depuis quelques années, quelques dizaines d'années. Et puis André Citroën, il va lancer la traction avant, dont on fête les 90 ans cette année, une voiture vraiment incroyable, mythique, qui a donné, je dirais, le chemin à suivre pour tous les constructeurs en Europe avec ces tractions avant, la voie avant motrice, un châssis surbaissé, une ligne aérodynamique, des suspensions indépendantes, des freins hydrauliques, etc. Malheureusement, il va disparaître, André Citroën, en 1935, la société reprise par Michelin. Et puis, en fait, là, je me projette après la guerre pour arriver aux années 50, pour citer un homme important. Il y en a plein des hommes importants dans l'histoire de Citroën. Je peux citer Flaminio Bertoni, on est à côté de la Mi-6, sa dernière voiture qu'il a faite. J'ai pu citer Pierre Boulanger, le patron de Citroën dans ces années-là. Mais il y a un autre homme qui n'a pas été le patron de Citroën, mais qui est important pour l'histoire de Citroën, c'est Jacques Wolgensinger. Ça a été le patron des relations publiques de Citroën de la milieu des années 50 jusqu'au milieu des années 80. Et en fait, cet homme, c'est un homme qui a la plume facile, qui écrit très bien, il a écrit beaucoup de livres. Il nous a quittés en 2008. J'ai eu la chance de le rencontrer en 2005 lors des 50 ans d'ADS. J'avais discuté un peu avec lui. Et pourquoi je le cite? Parce que c'est lui qui va dire à Pierre Berco, qui est le patron de Citroën dans les années 60, dire, mais en fait, on est une marque assez jeune, mais nous n'avons pas de voiture qui retrace l'histoire de la marque. Et pourtant, on commence à avoir un certain nombre de modèles, les années Citroën, les années Michelin. On a sorti à 2 chevaux, la DS, la Mi-6, et donc du coup, il est décidé de racheter des véhicules pour commencer la collection. Et c'est une époque où les véhicules ne valent pas grand-chose, en fait. Et personne n'y fait attention. Comme je dis souvent, dans les années 60, tous les week-ends, on cassait des tractions avant, des Rosalie, haute voiture, avec le cascadeur Jean Sunny, qui brûlait des voitures, mais c'était dans l'air du temps. Voilà. C'est à l'époque où M. Bartinon rachetait les Ferrari, Enzo Ferrari, pour pas grand-chose, parce qu'Enzo Ferrari se projetait que sur le lendemain, voire le surlendemain. Et du coup, ces voitures, on commence à racheter, en plus ou moins bon état, et on va les stocker à différents endroits. Alors déjà dans le centre d'essai de la Ferté-Vidame, qui a été acheté en 1938. Les terrains ont été achetés en 1938, et puis il a été construit à partir de ce moment-là.
Et puis, on va mettre les voitures dans des usines, dans des sous-sols de Javel. Et puis, tout ça, ça va grossir un petit peu. Et on va mettre aussi les voitures beaucoup dans les sous-sols rue Vasco de Gama, dans le 15e arrondissement. Parce que le 15e arrondissement, c'est l'arrondissement clé de Citroën. C'est l'usine de Javel, c'est le bureau d'études. Tout est là, ou presque. Puis après, petit à petit, il y a d'autres usines, bien sûr, qui vont exister, plus le bureau d'études qui part à Vélizy au milieu des années 60, etc. Et puis, je vais loin dans le temps, je remonte. Nous sommes en 1998. Le patron de Citroën, du groupe, c'est Jean-Martin Fols. Et Jean-Martin Fols, comme tous les patrons du groupe, il visite Rétromobile. Et il va visiter, généralement, il visitait le stand Peugeot et le stand Citroën. Et lors du stand Citroën, Monsieur Cardinal, qui était patron de la com Citroën à l'époque, donc M. Wolgensinger, qu'on avait cité, avait déjà quitté la marque, mais M. Cardinal, qui est rentré en 1958 chez Citroën, au bureau d'études, et puis après il est rentré à la com, il a fait les raids de chevaux, il a fait le raid d'Afrique. Vous avez sa voiture qui est là, la voiture de Jean-Paul Cardinal, on peut la filmer tout à l'heure. Jean-Paul Cardinal et Jacques Wolgensinger, c'est la 2 chevaux orange qui a fait le raid Afrique en 73, donc il y a un peu plus de 50 ans. Il va en fait un peu noircir le tableau auprès de Jean-Martin Fols pour dire bah oui, voilà, vous avez des voitures qui nous appartiennent et on a des voitures de club. Mais vous savez, nos voitures, elles sont enfermées dans des sous-sols, donc il fait en sorte d'aller faire visiter ce sous-sol à M. Fols. Et du coup, moi je suis allé une fois dans ce sous-sol à l'époque. À l'époque, moi je travaillais au sport chez Citroën. Je n'étais pas du tout encore au niveau de la collection, même si j'avais déjà des voitures de collection, parce que je me suis acheté ma 2 chevaux en 1991, voilà, et ma Méhari aussi. Donc, je les ai toujours d'ailleurs. Et du coup, il visite un lieu où les voitures, il y a en fait 140 places officielles, il y a 210 voitures. On est complètement, il faut le dire, dans l'illégalité vis-à-vis de l'immeuble, etc. Donc, c'est là que M. Fols, avec l'aide de M. Pierre Peugeot, il faut le citer, qui était président du conseil de surveillance de PSA, décide de créer un lieu. Et ce lieu, ça va être le conservatoire Citroën, ici à Aulnay-sous-Bois. D'accord. Pourquoi ? Parce que Aulnay-sous-Bois, c'est l'usine après Javel. Javel, c'est l'usine mère. Et c'est quand Javel s'est arrêté, on est venu à Aulnay-sous-Bois parce qu'il y avait des terrains, parce que on avait créé l'usine ici, parce qu'il y avait effectivement des terrains en dehors de Paris. Et en 1998, il reste de la surface foncière et on le crée ici à la limite du terrain de l'usine qui faisait 180 hectares quand même, l'usine d'Aulnay-sous-Bois, qui, pour la petite histoire, a quand même produit plus de 8 millions de voitures en 40 ans, avec différents modèles. Et du coup, la décision est prise assez vite. En 99, le conservatoire, comme c'est un terrain qui nous appartient, des études qui sont faites. Et en fait, en 90, il est construit, première pierre posée en début 2000. D'accord. Et le conservatoire est construit assez vite. Et un peu moins d'un an après, on commence à ramener toutes les voitures qui sont dans le sous-sol rue Vasco de Gama, parfois dans certaines succursales ou à Pantin ou encore dans d'autres usines. Ça peut être par exemple à Asnières et puis aussi La Ferté-Vidame. Et du coup, on inaugure le conservatoire le 28 novembre 2001 avec M. Pierre Peugeot et M. Satinet. Et voilà le début de l'histoire du conservatoire. J'étais un peu long, mais c'était pour remontrer que l'histoire, elle s'est faite au fil du temps. Et puis, ce conservatoire, au départ, tout le monde rentrait. Quand je dis tout le monde rentrait, c'est toutes les voitures rentraient. Il y avait même encore un petit peu de marge, mais du coup, Citroën a produit de plus en plus de voitures. Et M. Satinet, directeur général de Citroën, s'est aussi aperçu qu'il y avait des voitures qui étaient dans différents pays, dans différents endroits. Il a dit, vous regroupez tout au conservatoire. Je me souviendrai toujours, en 2006, je reçois un email de la filiale espagnole. Bonjour Monsieur Will, la semaine prochaine, nous vous livrons 35 voitures historiques. Et là, il me donne l'adresse du siège à Paris. Je dis, ah non, surtout pas. Parce qu'il voulait me les livrer au siège. On était aux Épinettes à l'époque, c'est-à-dire à la porte de Saint-Ouen. Ok. Et du coup, on a eu 35 voitures qui sont arrivées. Usine de Rennes en 2008, 40 voitures. Plus tous les concepts, là on en a un certain nombre derrière nous, qui au fil du temps ont intégré, comme il y avait avec l'arrivée de Jean-Pierre Plouet à la tête du style, beaucoup de concepts qui ont été créés,
plus le sport qui avait été très aussi prolifique. Ce qui fait que du coup, très vite, on est arrivé à saturation. Et il a fallu trouver d'autres endroits pour mettre la collection. Plus l'inauguration, qui a été un bon succès. Et comme Citroën est une marque très collectionnée, tout le monde est venu toquer à la porte. Je veux visiter, je veux visiter. Donc Monsieur Herval, qui était le premier conservateur du début, qui a pris au moment de Monsieur Cardinal, qui était au-dessus de lui, mais il a classé le bâtiment en ERP, établissement recevant le public. Et donc les visites ont commencé à partir de 2004, sur rendez-vous. Moi, quand je suis arrivé en 2005, on a continué ces visites. Au début, on recevait 500, 1000, 2000. On est monté jusqu'à 5000 visiteurs par an, ce qui est pas mal. Et sur rendez-vous avec quelqu'un qui s'occupait. Puis après, puis petit à petit, c'est ouvert de plus en plus. Mais on n'a jamais dépassé les 6000 visiteurs à l'année. Ce qui est déjà pas mal, parce que ça reste un conservatoire. C'est pas un musée. C'est-à-dire que les voitures sont les unes à côté des autres. Elles sont un peu serrées, c'est clair, il n'y a pas vraiment de scénographie, on a mis quelques affiches, tout le monde a participé du mieux qu'on pouvait, mais ça reste un lieu de conservation avec un hangar moderne, bien adapté pour la conservation des voitures. Et du coup, ça a aussi son charme, parce que les voitures sont les unes à côté des autres, on en voit beaucoup, mais c'est pas un musée. Voilà, ça correspond un peu aussi à l'image de Citroën, qui est toujours une image un peu atypique, pas faire comme les autres. Alors aujourd'hui, maintenant, la collection, c'est 600 voitures en gros, parce que il y a des voitures qu'on a gardées. La collection de demain, elle se fait aujourd'hui, ce qui fait qu'on reçoit, là vous avez peut-être vu là-bas, on a un C4 Picasso autonome qui est arrivé de 2015. Puis il y a plein de voitures qu'on ne montre pas, plus des Youngtimer, parce qu'elles ne sont pas encore historiques, parce que les visiteurs ne viennent pas vraiment voir ça, mais elles le deviendront. Et il faut garder des voitures d'aujourd'hui. Pour que plus tard, des personnes qui arriveront derrière nous puissent montrer la collection, comme il y a eu des personnes avant nous. J'ai cité M. Cardinal, mais je vais citer aussi Yannick Billy, Jean-Claude Lannes, M. Allard, dont on a appris le décès il n'y a pas très longtemps, à 90 ans, qui a fait beaucoup aussi. Gérard Lorieux, j'ai cité Charles Herval. Moi, à un certain moment, il y a eu après moi, parce que j'ai quitté un peu le poste, donc Marc-André Biller, et puis j'ai repris un peu le flambeau depuis 2018, et avec toutes les équipes du conservatoire, avec cette volonté de mettre en valeur cette collection qui est assez, j'allais dire, adorée par le public. Oui, c'est sûr. Ouais, en tout cas, c'est impressionnant quand on vient ici la première fois. Ouais, puis il y a l'odeur, tout ça, et puis il y a des voitures qu'on connaît, parce qu'il y a des voitures qu'on peut voir dans des manifestations, salons, mais il y a des voitures qui sont un seul exemplaire, que ce soit la Méhari du Dakar, que ce soit des concepts, hélicoptères, la 2 chevaux 007, aussi. que vous avez pu tester. C'est ça. Elle marche, c'est bien, parce qu'on a un certain nombre de voitures qui marchent, d'autres qui ne marchent pas, on en est conscient, d'autres qui ne peuvent pas marcher parce que c'est des maquettes inertes. Voilà, quand on a beaucoup de voitures, c'est toujours un peu compliqué à entretenir. On sait qu'une voiture, c'est mieux quand elle tourne, quand elle marche, que rester à l'arrêt. Mais c'est vrai aussi que des voitures assez anciennes qui n'ont pas d'électronique, on arrivera toujours à la démarrer. Tandis que c'est vrai que là, on est confronté au problème des voitures plus modernes. Pour une collection, c'est un vrai problème. C'est beaucoup plus complexe, donc il faut vraiment les faire tourner régulièrement. Et après, on n'est pas à l'abri d'une pièce qui lâche, et qui ne sera pas disponible, alors que quand c'est que de la mécanique, on y arrivera toujours. Et du coup, par exemple, c'est des choses que je me demandais, mais par exemple, les 2 Méhari là-bas, vous les avez récupérées comment? Là, les deux, là alors, la Méhari assistance médicale, elle a été gardée, c'était une des 10 qui avait été prêtée par Citroën pour l'assistance médicale du 2e Paris-Dakar, donc en 1980. Donc c'est la numéro 4, elle a été gardée dans la collection. Voilà. Les autres, elles ont été écoulées après. Celle-ci, de 69, on l'a achetée. C'est quelqu'un qui m'a un jour contacté en disant on a une Méhari de 69, mais elle n'est pas en super état. Donc comme on n'en avait pas, elle a été refaite, elle a été remise à niveau. Mais c'était pour avoir une du début avec les clignotants en latéral. Et dans les réserves, on a une Méhari 4x4 aussi, on en a même 2. On a le châssis de présentation d'un Méhari 4x4 qui avait été fait pour la présentation presse.
On a beaucoup de voitures ou de moteurs en coupe à l'époque. On faisait beaucoup ça pour présenter la technologie Citroën. Grâce au Méhari Club de France, ils nous ont aidés à la remettre à niveau pour elle avait été présentée sur un rétromobile. D'accord. Et puis après, on a celle-ci qui venait dans une Méhari de 79, normale avec la calandre, deuxième calandre. Celle-là, elle vient de l'usine de Rennes. Voilà, elle était dans la collection dont je vous ai parlé. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre on s'en est séparé de quelques-unes on avait vendues de vente aux enchères. D'ailleurs, elles sont montées assez fort en prix, mais voilà. Et je crois qu'on a aussi, alors là on a une FAF, c'est une base Méhari 4x4, comme vous savez, avec les tôles plates en métal. Et on a, on a la Méhari Plage aussi, j'allais oublier. Elle était là, puis on l'a mise dans la réserve. Donc, on a quelques Méhari, on n'a pas tout, voilà, mais... Par exemple, vous n'avez plus les prototypes qui étaient présentés au Golf de Deauville? Non. Ça, Pour moi, c'est des voitures, on les voit, elles ont les clignotants, c'est des voitures qui ont été... En plus, elles avaient une couleur spéciale. Et je me demande si ce n'est pas des pré-séries et tout... Non, avec c'est même certaines des couleurs, elles ne sont pas sorties. Oui, il y avait la bleue qui n'est pas sortie. Ouais, et non, ça on n'a pas. Vous savez, les véhicules presse que moi j'ai connus, c'est très, très rare de les garder. En fait, après, soit elles sont des pré-séries, elles ne sont pas revendues, données dans des lycées, voire cafutées, soit elles sont revendues. Il y a beaucoup de véhicules presse. L'autre jour, j'ai un monsieur qui est venu avec un C5 Aircross orange, et je me souviens, c'était les premiers. J'ai pris les maths et après j'ai appelé François Dubu, qui est responsable par presse. Il m'a dit je me souviens, celui-là, et il a été revendu dans le réseau, vous voyez. Le monsieur avait racheté un véhicule du parc presse qui avait servi aux essais presse. Ok. Et déjà, il faut avoir la volonté de garder, il faut avoir la possibilité de garder. Et après, quand on lance la voiture, on ne sait pas ce que ça va devenir. Est-ce que ça va être un succès, pas un succès? Pas facile à dire. Là, par contre, là-bas, il y a une C3 plurielle, Charleston, qu'on avait sorti pour les 60 ans à 2 chevaux, faire un petit clin d'œil. Ça, c'est un véhicule du parc presse qu'on a gardé. D'accord, ok. On a gardé comme ça parce qu'il y a une opportunité de le garder. Il n'a pas beaucoup de kilomètres et immatriculé et tout, voilà. Mais sur cette 2 chevaux-là, il y a un petit truc, si on peut regarder. J'avais ouvert parce qu'on a fait un reportage il n'y a pas longtemps. Je m'accompagne dans je veux bien que vous ouvriez. Pour... le Dakar, sur l'émission de France 2, quand ils faisaient le Dakar, ils avaient fait un reportage là-dessus. Et quand on ouvre le truc, voilà, vous allez tenir. Alors, c'est juste, on peut voir, mais c'est juste pour dire qu'il reste du sable. Ah oui. Et en fait, j'ai dit, on n'aspire pas le sable. Et c'est le sable, il reste un tout petit peu, quelques grains de sable de l'époque. Donc, c'est aussi des voitures comme ça qui n'ont pas été... on ne les a pas restaurées, nettoyées, on va pas refaire... parfois, il y a des restaurations telles que c'est plus neuf que neuf, mais il y a aussi dans son jus, ça a aussi son intérêt. Voilà, alors les infos qu'on avait, il y a une dame qui est venue, là, qui était infirmière à l'époque, et elle était venue, à un certain âge, forcément, c'était il y a plus de 40 ans, mais elle disait, bah oui, ces Méhari, bon, elles étaient spartiates, mais tous les soirs, elles étaient là, parce que ça passait partout. Et, voilà, donc effectivement, hein, c'est pas le grand confort là. Mais quelque part, vous voyez, ça c'est encore une action, une bonne action de Jacques Wolgen-Singer, dont on a parlé tout à l'heure, parce qu'il était encore à la tête de la com Citroën, et il avait fait ce prêt de voiture. Voilà. Donc elle n'est pas tournante, mais on saurait la remettre en route, mais on ne l'a pas fait, elle, avec ses stickers d'origine. Voilà. Oasis, c'était le jus de fruits top de l'époque. Non, c'est vrai que c'est chouette de garder ça et de ne pas forcément restaurer. Oui, voilà, il faut les deux. Il nous faut un peu de tout, parce que la présenter comme ça dans son jus, pas de souci. Et après, sur sur certaines présentations, on veut peut-être un truc un peu plus élevé en niveau. Voilà, faut garder un petit peu de tout. Quoi. Voilà, un petit peu de tout. Et du coup, je pense qu'on va se mettre à conclure. Et du coup, ça tombe bien puisqu'on est devant les toutes premières. Ouais, je me disais que pour conclure, on pouvait refaire un petit retour dans le temps.
pour parler la 2 chevaux telle qu'elle a été pensée. Et là, je vais remettre 2 hommes en avant, j'ai déjà cité, André Citroën et Pierre Boulanger. Pourquoi André Citroën, bien sûr, parce que c'est le fondateur de la marque. Parce que quelque part, il avait déjà pensé, même s'il n'a pas connu à 2 chevaux, une petite voiture populaire avec la 5 HP, qui a eu du succès, mais qui économiquement était moins un succès. Mais déjà, il avait réfléchi dans un certain nombre d'études qu'on voit sur la voiture populaire abordable pour tous. Et c'est vrai que c'est Pierre Boulanger, donc, qui est nommé à la tête de Citroën après André Citroën par la société Michelin, qui va... un homme qui aimait l'automobile, un ingénieur qui menait bien ses équipes et qui avait quelque part demandé à ses équipes avec le cahier des charges de la TPV, toute petite voiture, de faire une voiture populaire, économique, et puis un peu en rupture de ce qui se faisait, parce que déjà en 1939, là, on voit la voiture, elle a presque les ailes intégrées, alors qu'à l'époque, ce n'est pas du tout le cas. Elle est prête pour le salon de 1939, en fait, qui n'aura jamais lieu. Et c'est pour ça que la voiture est homologuée, qu'on l'appelle, alors parfois on dit c'est projet TPV, mais en fait oui, c'est projet TPV, mais c'est déjà la 2 chevaux, hein, prête à homologuer avec son seul phare, parce que c'était pas obligatoire d'en avoir 2. Et puis finalement, il va maintenir ses équipes un peu sous pression pendant la guerre. Même en 1941-1942, il pense que la guerre va se terminer plus tôt que prévu avec le front russe, mais ce ne sera pas le cas. Donc ça sortira un peu après, mais il continue à travailler, puis il simplifie la 2 chevaux, parce qu'ils savent très bien qu'à la sortie de la guerre, ils n'auront pas les matériaux qu'il y avait avant, ni les main-d'œuvre, etc. Donc un clin d'œil à André Citroën, à Pierre Boulanger en parlant de ces voitures. Hein. Pierre Boulanger qui disparaîtra au volant d'une traction avant en 1950, donc il verra que le début de l'histoire de la 2 chevaux et pas le grand succès. Un petit clin d'œil à Jacques Wolgensinger, on a parlé avec ses 2 chevaux du raid et puis ce moteur en coupe de la 2 chevaux. Alors c'est un moteur en coupe avec déjà fin de vie de 2 chevaux parce qu'on voit les disques de frein qui sont accolés à la boîte. Et puis cette couleur orange là, voilà, qui était très typique des années 70. On l'a vu sur la 2 chevaux de Jacques et Jean-Paul pour le raid Afrique. Tous les communiqués de presse de Citroën sortaient avec une bande orange sur le côté. Là, des couleurs vives. Les moteurs étaient en coupe, c'était souvent fait même par les équipes de Citroën pour montrer la techno de l'époque. On a des moteurs bien sûr de 2 chevaux, mais on a la même chose avec un moteur de DS, un moteur de traction, un moteur V6 Maserati de l'ASM. Donc c'est des choses qu'on faisait régulièrement. Et puis, en remontant, bien sûr, donc clin d'œil à André Citroën, Pierre Boulanger, Jacques Wolgensinger, Jean-Paul Cardinal, bien sûr, c'est pas que ces hommes-là qui ont fait de la 2 chevaux, il y a toutes les équipes qui vont avec, les hommes et les femmes qui ont travaillé soit au bureau d'études, soit à la production, soit aux essais, soit au commerce aussi, parce qu'il faut la vendre, la voiture. Et puis en terminant dans l'allée, là, on a parlé d'un certain nombre de 2 chevaux. On peut peut-être parler un petit peu de la fin et du futur du conservatoire. Oui, complètement. C'est-à-dire, effectivement, on sait que ça va s'arrêter. Ici, on aura une belle aventure pendant 23 ans ici au conservatoire. Après, effectivement, pendant un petit moment, la collection va être mise à l'abri. Ça, c'est sûr, vous pouvez compter sur nous. On ne va pas la mettre dehors, mais elle ne sera pas accessible au public. On sait que c'est pour un petit moment. Donc, quand je dis un petit moment, c'est peut-être plusieurs années. Mais il y a un nouveau projet qui travaille. On travaille sur un nouveau projet. C'est un peu plus complexe et ça prend plus de temps que prévu. Mais même si la collection ne sera pas visible, on a bien la volonté qu'on parle de nous en étant sur des salons, sur des événements, en sortant un certain nombre de voitures. Donc on ne pourra pas les voir ensemble toutes comme on peut faire aujourd'hui au conservatoire. On les verra d'une autre façon. Puis on a d'autres moyens de communication aussi pour en parler. Peut-être que dans le lieu où on va être, je ne peux pas l'affirmer, mais on pourra recevoir quand même un petit peu des personnes comme vous pour parler, pour montrer, pour filmer, pour que ça soit sur les réseaux ou autres médias. Donc j'ai envie de rassurer les gens, même si effectivement le conservatoire en lui-même ne va plus exister, la collection va être préservée et on l'exploitera d'une manière différente, mais on l'exploitera. Et pour toujours parler de la marque Citroën et de sa belle histoire.
Donc c'est pas la fin, quoi. Non, c'est pas la fin du tout. On est toujours là, même si Ouais. la marque existe toujours, même s'il y a des moments, des hauts et des bas dans Ouais. une marque, c'est plus ou moins facile. Souvent, mais là, on a un certain nombre de produits qui arrivent. Plutôt d'entrée de gamme comme la 2 chevaux qui a bien réussi à Citroën, parce qu'on sait qu'une voiture, faut que les prix soient abordables et une voiture confortable, pas forcément la plus rapide, mais on ne cherche pas la vitesse. Confort, fiabilité, accessibilité économique. Ok. D'accord. Voilà, merci beaucoup d'être venu. Hein, et puis, Merci à vous. et puis ravi que vous aimiez la 2 chevaux. Donc c'est ouvert à tous. Hein. On dit de 7 à 77, mais bien plus que ça. Hein. Non, en tout cas, c'était vraiment un plaisir. En plus, je l'apprécie encore plus parce que je sais que c'est pas avant un petit moment que ça va se reproduire. Donc, je suis super contente. Tout le personnel est super sympa. Donc, il y a des beaux exemplaires. Donc, je suis trop contente. Ouais. Alors, merci, Donc, merci aussi aux tous caméramans. à notre bénévole Et à favori. vous Voilà. aussi, aux hommes. Voilà. Donc, ben voilà, vive la 2 chevaux. Bah ouais, c'est ça, vive la 2 chevaux. Bon, super. Merci beaucoup.